Bonsoir à vous téléspectateurs de Chirfla Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ces 18h de l'actualité nationale. Le conseil local de la jeunesse de la commune 2 du district de Bamako a organisé son traditionnel espace sans frontières avec les ministères de la jeunesse et des sports chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne sur les défis actuels du pays. L'événement s'est déroulé le mardi 21 octobre au terrain de la cité des infirmiers à 15 Ambourou. Les détails dans ce compte rendu signé par Aminata Traoré. Cette rencontre a débuté par l'exécution de l'hymne national du Mali, suivi des mots de bienvenue des coordinateurs, des chefs de quartier et de la représentante de la délégation spéciale de la mairie de la commune 2 du district de Bamako. L'objectif est de renforcer le dialogue entre la jeunesse de la commune 2 et le ministère de tutelle afin d'éclairer la lanterne des jeunes sur les défis actuels du pays. Un dialogue constructif entre la jeunesse et le ministère de la Jeunesse et des Sports, s'inscrivant dans le cadre du programme Espace sans frontières, initié par le Conseil régional de la jeunesse du district de Bamako. Nous sommes très heureux d'accueillir le ministre ici en commune 2 pour d'autres défis, parce que le premier défi déjà a été relevé. La jeunesse est sensibilisée, motivée à sensibiliser ses pairs pour enfin éviter d'utiliser des grands butons pour prendre le carburant et aller déposer à la maison. En tant que jeunes, ce cadre d'échange nous permet d'abord de discuter avec le ministre sans frontières. Parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté que la jeunesse est déjà mobilisée. Nous sommes dans la reconstruction du pays. Et si on voit que le ministre descend au niveau local pour venir discuter aux jeunes, ça nous vraiment réconforte et nous donne encore la confiance de soi. Parce qu'on sait déjà que les hautes autorités de l'État vraiment sont à l'écoute de la jeunesse. Au cours de la cérémonie, plusieurs personnalités ont salué les actions de solidarité menées par les jeunes de la commune 2, notamment en cette période de crise énergétique, tout en remerciant le ministre pour son soutien constant et sa disponibilité. Vu la situation du pays, voir ces jeunes-là se réunir pour pouvoir aider l'État, c'est aider eux-mêmes. Ça donne un espoir, un sentiment d'espoir et d'expérience. Pour appeler toute la jeunesse à aider le Mali. Le président de la transition l'a dit, il a mis la jeunesse au milieu de tout ce qu'il fait. La jeunesse aussi doit jouer son rôle. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice Mali. Aujourd'hui, nous sommes dans des difficultés d'approvisionnement en carburant. Si la jeunesse joue son rôle, Inch'Allah, on aura notre compte. Et appeler les jeunes qui n'ont pas encore compris, parce qu'on a besoin d'une jeunesse saine. Une jeunesse saine se portant bien, que les gens s'éloignent des drogues de toutes sortes pour pouvoir construire ce pays-là. Et on le dit aussi de ne pas relayer les informations qu'on voit sur les réseaux sociaux, de ne pas partager toutes les informations sur les réseaux sociaux. C'est appeler la jeunesse à se donner la main autour du Mali. Seul le Mali compte. Quant au ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, il a félicité le président de la jeunesse locale de la commune 2 et son équipe pour les actions patriotiques entreprises depuis les premières heures de cette crise d'hydrocarbures. Il a enfin encouragé les jeunes à rester unis, disciplinés et engagés pour relever les défis actuels du pays. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où tous les Maliens, mais surtout les jeunes, doivent continuer à renforcer leur position. Et nous sommes très heureux par rapport aux initiatives qui sont déjà en cours. Mais je pense qu'il faut renforcer encore la position des jeunes, ramener le maximum de jeunes à comprendre que la dynamique du pays demande à ce que tout le monde pose ses efforts, fasse des efforts et tout le monde pose sa pierre. Et je pense que d'une pierre à l'autre, nous allons pouvoir bâtir la nation que nous voulons. Les défis sont énormes aujourd'hui, surtout par rapport à la situation que nous vivons. Mais je pense que les plus hautes autorités, le gouvernement est en train de mettre tout en œuvre afin que les Maliens soient dans les meilleures conditions. Mais je pense que pour pouvoir y arriver, il faut impérativement que la jeunesse s'y mêle davantage, en plus des efforts qui sont en train d'être faits. Et surtout de se dire que ce combat n'est pas le combat de quelqu'un d'autre, c'est vraiment le combat de la jeunesse. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire de nos illustres disparus. Une séance questions-réponses sur les défis actuels du pays et les bénédictions ont mis fin à la rencontre. L'actualité hors de nos frontières, la CEDEAO a déployé une équipe d'observateurs en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'élection présidentielle du 25 octobre. Dirigée par l'ancien vice-président nigérien Yemi Osinbanjo, la mission régionale entend garantir la transparence et la crédibilité du vote. Le commentaire est signé par Alhamidou Badini.
À 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle ivoirienne, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a officiellement déployé 187 observateurs électoraux à travers le pays. Objectif, accompagner la Côte d'Ivoire dans cette étape démocratique cruciale et veiller à la régularité du scrutin prévu le 25 octobre 2025. La délégation arrivée lundi à Abidjan est dirigée par Yemi Osinbajo, ancien vice-président du Nigeria et personnalité respectée sur le continent pour son engagement en faveur de la démocratie. À sa descente d'avion, il a réaffirmé la volonté de la CEDEAO de soutenir le peuple ivoirien et le gouvernement dans cette étape essentielle, tout en exprimant l'espoir de voir un scrutin pacifique, transparent et crédible. La mission d'observation se compose de 15 observateurs de long terme déjà sur le terrain depuis plusieurs semaines, 150 observateurs de court terme mobilisés pour le jour du vote, ainsi que 22 jeunes observateurs issus des pays membres de la communauté. Ils seront répartis sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales et les régions frontalières, souvent plus sensibles lors des périodes électorales. Ce déploiement s'inscrit dans le prolongement des missions d'information et d'évaluation menées par la CEDEAO ces derniers mois. Ces équipes avaient rencontré la commission électorale indépendante, les partis politiques, les organisations de la société civile et les médias afin d'évaluer le climat préélectoral et d'identifier les éventuelles zones de tension. La commission électorale indépendante, pour sa part, a tenu à rassurer la mission régionale sur la préparation logistique et la sécurisation du scrutin, soulignant que tout est mis en œuvre pour garantir un vote apaisé. La CEDEAO, tout en saluant ses efforts, a insisté sur la nécessité du dialogue et du respect des règles démocratiques. Pour la CEDEAO, la stabilité politique de la Côte d'Ivoire revêt une importance stratégique. Le pays, moteur économique de l'Afrique de l'Ouest francophone, abrite près de 8 millions d'étrangers issus des États membres de la communauté. La Côte d'Ivoire est un pays clé pour l'intégration régionale et la stabilité de notre espace commun, a rappelé Yemi Osinbajo, insistant sur la responsabilité partagée de tous les acteurs ivoiriens. Cette attention particulière traduit aussi la volonté de l'organisation ouest-africaine de prévenir toute crise post-électorale, à l'image des tensions qui ont marqué les scrutins précédents, notamment ceux de 2010 et 2020. Les observateurs de la CEDEAO auront pour mission principale de superviser les opérations électorales depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à la proclamation des résultats provisoires. Ils évalueront notamment la transparence du dépouillement, la participation citoyenne et le comportement des forces de sécurité. Direction la Mauritanie qui s'engage sur la voie de la réconciliation 35 ans après les violences ethniques de 1989 à 1991. Le gouvernement a proposé un plan d'indemnisation de 27 milliards d'anciennes ouguiya pour les victimes et leurs familles. Une initiative historique saluée comme un pas vers la réconciliation, cependant jugée incomplète sans vérité ni justice. Samaïla Sanogo pour le commentaire. La Mauritanie semble prête à tourner une page sombre de son histoire. Le gouvernement de Nouakchott a proposé le versement de plus de 27 milliards d'anciennes ouguayaises, environ 59 millions d'euros pour indemniser les victimes des violences ethniques survenues entre 1989 et 1991. Cette initiative marque un tournant dans la reconnaissance officielle d'un drame longtemps enfoui dans la mémoire collective du pays. Selon le Mediatrix Magazine, une première tranche d'indemnisation est sur le point d'être débloquée. La
mesure fait suite à plusieurs concertations entre l'État et les représentants des victimes, dont les négociations se sont intensifiées au cours des derniers mois. Les violences de 1989 avaient éclaté à la suite d'un différend frontalier entre éleveurs mauritaniens et agriculteurs sénégalais, dégénérant en un conflit ethnique d'une rare intensité. Des milliers de morts furent recensés, tandis que des dizaines de milliers de ressortissants afro-mauritaniens furent expulsés ou contraints à l'exil, notamment vers le Sénégal et le Mali. Entre 1989 et 1991, la crise a fracturé le tissu social du pays, créant un fossé durable entre les communautés. Les relations diplomatiques entre la Mauritanie et le Sénégal furent même rompues pendant plusieurs années. Aujourd'hui encore, les rescapés et leurs descendants continuent de porter le poids de cette tragédie. Pour beaucoup, l'indemnisation annoncée par le gouvernement représente un espoir de reconnaissance et de réparation, même tardive. Pour les représentants des victimes, cette proposition d'indemnisation est l'aboutissement d'un long combat. Les négociations ont duré longtemps. Nous avions demandé 35 milliards d'anciennes ougayaises pour solder le passif humanitaire. L'État en a proposé un peu plus de 27 milliards. C'est une base de discussion que nous devons soumettre aux ayants droit, explique Lo Suleiman, l'un des acteurs des pourparlers. De son côté, Ousmane Lo, président de la coordination des jeunes, a confirmé que le gouvernement avait donné son accord de principe pour entamer les versements. La rencontre tenue à El Mina, dans la capitale Nouakchott, a réuni survivants, ayant droit et responsables politiques, parmi lesquels le député Khalil Mamadou Diallo, qui a salué une démarche de réconciliation nationale et de justice. Mais si l'État avance sur le terrain de réparation financière, de nombreuses associations de victimes dénoncent une approche incomplète du problème. Pour elles, l'argent ne peut suffire à apaiser la douleur sans une véritable reconnaissance des faits. Pour l'État mauritanien, cette indemnisation représente un pas décisif vers la réconciliation nationale, près de 35 ans après les événements. Toutefois, la réussite de cette démarche dépendra de sa transparence, de son équité, de sa capacité à répondre aux attentes de justice exprimées par les victimes. La page internationale en brève en image est commentée par Moussa Fomba. L'émissaire américain Steve Witkoff a annoncé le 19 octobre sur CBS que Washington œuvre activement pour un accord de paix entre le Maroc et l'Algérie dans les 60 prochains jours. Depuis le 24 août 2021, le Maroc et l'Algérie ont mis fin à leurs relations diplomatiques suite à une décision d'Alger motivée par une série d'actes hostiles attribués à Rabat. Cette rupture s'est accompagnée d'une fermeture des frontières terrestres et aériennes, renforçant une tension régionale déjà marquée par le contentieux du Sahara occidental, principal point de friction entre les deux pays. Le Sahara occidental, territoire disputé depuis des décennies, reste au cœur des désaccords. Le Maroc propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté, soutenu par Washington depuis 2020, tandis que l'Algérie défend le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Malgré cette divergence, les États-Unis affichent une volonté claire de désamorcer le conflit. L'objectif américain semble être la stabilisation du Maghreb pour en faire une zone de prospérité et de coopération et ainsi contrer les influences étrangères dans la région, notamment russes et chinoises. Pour le Maroc et l'Algérie, la relance économique pour la région serait particulièrement bénéfique. Alors que les tensions persistent entre la RDC et le Rwanda, les deux pays se retrouvent à Washington les 21 et 22 octobre 2025 pour une réunion stratégique du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Un rendez-vous capital censé faire progresser l'accord de paix signé en juin dernier sous l'égide des États-Unis. Mais que peut-on véritablement attendre de cette rencontre, s'interroge bon nombre d'observateurs. La réunion de Washington est la troisième session officielle du mécanisme mis en place pour encadrer les engagements bilatéraux entre Kinshasa et Kigali. L'initiative vise principalement à rétablir la sécurité dans l'est de la RDC en proie à l'instabilité chronique et à la présence de groupes armés dont les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR. Lors de la dernière session en septembre, les deux parties avaient convenu d'activer le concept des opérations, un document stratégique qui définit les phases clés d'une intervention coordonnée. Cette feuille de route prévoyait notamment une première étape de sensibilisation et de coordination visant à inciter les membres
membres des FDLR à déposer les armes. Un mois après le lancement de cette première phase, le bilan reste maigre. Aucun membre des FDLR ne s'est rendu ni aux forces armées de la RDC, ni à la MONUSCO. Une absence de résultats qui pourrait peser sur l'ambiance des discussions à Washington. Le ministre hongrois des Affaires étrangères et des Relations économiques Peter Sujarto a vivement critiqué les propos du ministre polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski concernant le possible saisie de l'avion du président russe Vladimir Poutine suite à une décision de la Cour pénale internationale CPI. Dans une publication acerbe sur les réseaux sociaux, Sujarto a remis en question l'affirmation de Sikorski demandant n'est-ce pas le même tribunal indépendant auquel Sikorski fait référence, celui qui, sur ordre du Premier ministre Donald Tusk, a refusé d'extrader le terroriste responsable de l'explosion du gazoduc Nord Stream 2. Ces commentaires font suite à la déclaration de Sikorski selon laquelle la Pologne ne pouvait garantir qu'un tribunal indépendant ne forcerait pas le gouvernement polonais à immobiliser l'avion de Vladimir Poutine. Plus tôt, Sujarto avait annoncé que la Hongrie n'appliquerait pas les décisions de la Cour pénale internationale CPI contre Poutine s'il se rendait à Budapest pour rencontrer des responsables américains dont le président Donald Trump. Par ailleurs, le 17 octobre, l'agence de presse PAP a rapporté que le tribunal de district de Varsovie avait refusé l'extradition vers l'Allemagne du citoyen ukrainien Vladimir Zuravlev, soupçonné d'avoir orchestré l'explosion du gazoduc Nord Stream 2. Le tribunal a également annulé la détention de Zuravlev. Le 7 octobre, l'ancien premier ministre Tusk a déclaré que l'extradition de Zuravlev vers l'Allemagne n'était pas dans l'intérêt national de la Pologne, soulignant que la justice aurait le dernier mot en la matière. Le président américain Donald Trump est convaincu que le président russe Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky souhaitaient tous deux mettre fin au conflit ukrainien. Je pense que Poutine veut que cela se termine et je pense que Zelensky veut que cela se termine et je pense que cela va se terminer, a-t-il déclaré aux journalistes à la Maison Blanche mardi. Il a ajouté qu'un cessez-le-feu était possible sans entrer dans les détails. C'est une guerre féroce, elle ne nous affecte pas vraiment. Nous leur vendons du matériel, nous vendons du matériel à l'OTAN et l'OTAN en donne à l'Ukraine, mais nous ne payons plus rien, a-t-il souligné, soulignant que son prédécesseur Joe Biden avait dépensé 350 milliards de dollars en aide au régime de Kiev. Si j'étais président, la guerre n'aurait jamais eu lieu, insiste Trump. Mais elle a bel et bien eu lieu et je suis arrivé au pouvoir et je dois voir si je peux l'éteindre, a-t-il ajouté. Cela n'arrivera pas. Mais cela aurait pu aboutir à une troisième guerre mondiale, a conclu le président américain. Ainsi s'achève ces 18h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite du programme sur Chirf la télévision.